Bon, pour le capteur à effet Hall, dans le fond, la caractéristique physiquement va ressembler beaucoup au capteur magnétique. La différence, c'est vraiment le nombre de fils qu'il y a. Sur un crankshaft puis un camshaft motion sensor, présentement, ils ont toujours 3 fils. Il y a un seul endroit qu'on va en trouver qui ont 2 fils. Ça devient très problématique parce que autant l'image devient, le symbole, dans le fond, devient identique aussi. Qu'un capteur magnétique. Donc, comme un capteur de vitesse de roue maintenant là, sont à 2 fils, sont numériques, capteur à effet Hall. Mais pour le moment, là, capteur à effet Hall, on va travailler seulement avec le Crankshaft Position Sensor, le CKP, puis le Camshaft Position Sensor, le CMP. Donc, il se trouve à être 3 fils, comme vous avez ici, dans le fond. Comment ça fonctionne? Dans le fond, on a un voltage référence. Donc, la borne numéro 1 qui est ma tension de référence. On a mon terminal 2 qui est mon négatif à mon capteur. Puis, mon signal va être envoyé, dans le fond, par la borne numéro 3 qui va ressembler, dans le fond, à un signal qui est comme ça. Donc, une belle onde carrée qui est numérique. Donc, à chaque fois qu'on passe vis-à-vis une dent de relucteur, comme on a parlé à l'autre image précédente, on va avoir une onde carrée, donc on va augmenter le voltage, sinon on tombe à 0 volts ou proche de 0 volts. Dépendamment des capteurs, il peut y avoir différents voltages, différentes tensions. Le symbole, dans le fond, est représenté comme ça. Donc, on voit une roulette avec un relucteur, puis il y a une dent manquante dans le relucteur. Donc, lui serait considéré comme étant contraire. Là. On serait toujours à 5 volts, passerait dans le creux, on tomberait à 0 volts. Mais le symbole n'a pas vraiment d'importance. Là. C'est vraiment ça veut pas dire qu'il y a juste une dent là, juste une dent sur le relucteur. En fait, je vais aller montrer, j'essaie de trouver un moyen de vous l'expliquer le plus clairement possible. En fait, un capteur à effet Hall, 3 fils. Donc, on a, ça pourrait être représenté la même chose qu'on a ici. Donc, mon 1 qui est mon 5 volts, mon 2 qui est mon négatif, puis mon 3 qui est mon signal. Donc, ici, j'aurais mon terminal 1 qui serait mon 5 volts, mon négatif qui serait mon terminal 3, si je ne me trompe pas, je vais vérifier, mon 2, et mon signal qui serait mon terminal numéro 3. Bon, ce qui se passe, en fait, l'effet Hall, c'est comme une petite boîte carrée là, en plastique là, ou ronde. On met un 5 volts dans une des côtés de la plaque. On met un négatif dans l'autre côté de la plaque. Puis, il n'y a aucun courant, dans le fond, qui circule à ce moment-là. Donc, si on prenait un oscilloscope, comme ça, on a notre 0 volt qui est ici. En passant, c'est difficile. Là. Je suis pas à mon tableau. J'ai mon 0 volt qui est là. Puis, je me mettrai exemple à l'échelle de 10 volts. Désolé pour l'écriture, ça va mal. J'ai rien. Puis, j'aurais mon 5 volts qui serait ici, au centre. C'est pas super beau. Bon. Fait que, advenant le cas où il n'y a aucun relucteur, dans le fond, ça serait, exemple, une ligne bien droite comme ça, je serais toujours, exemple, à 5 volts. Ou je serais toujours à 0 volts, tout simplement parce qu'il n'y a aucune dent sur mon relucteur. À partir du moment où je vais appliquer un petit relucteur comme ça, donc je vais y faire une petite dent, carrée. Ce qui va se passer, c'est que ma tension va toujours être à 0 volts puisque le courant n'est pas capable de passer, dans le fond, à travers ma borne de signal. C'est un peu comme on s'était représenté là, sur un transistor. C'est comme s'il y aurait des électrons, dans le fond, qui seraient à l'intérieur ici. Puis, il y a trop de distance entre chacun pour être capable de se rendre, dans le fond, le courant qui soit capable de passer puis de se rendre jusqu'à mon signal. Fait que oui, il fonctionne, mais pas assez. À partir du moment où je vais y appliquer un relucteur, comme ça, je vais en mettre un autre ici, comme ça, ce qui va se passer, c'est que le champ magnétique qui est émis par mon aimant qui est ici, il va passer puis il va être amplifié, dans le fond,
à cause qu'il a passé à travers ma dent de mon relucteur qui est ici. Fait qu'en faisant ça, le champ magnétique, il est proportionnel dans le sens contraire aussi. Puis c'est comme si il va tout attirer, dans le fond, les petits électrons qu'on a ici. Il va les coller ensemble. Puis là, ce que ça va faire, je suis pas capable de le déplacer. Ce que ça va faire, c'est que à ce moment-là, je suis pas capable de le déplacer, comme ça serait correct. En les rapprochant, parce que le champ magnétique qui se crée entre mon aimant du côté nord et sud est plus fort, ça va tout rapprocher, proche de mon aimant, dans le fond, tous les électrons, ce qui va faire que maintenant, le courant va être capable de passer, dans le fond, entre là et là. En faisant ça, ben, il y a une partie de courant, dans le fond, qui va être capable aussi de se rendre ici. Tandis que quand que j'ai pas de relucteur qui passe vis-à-vis, donc comme là, il n'y en a pas, le champ magnétique, lui, il va passer, mais seulement, oups, je n'ai pas le bon outil, il va seulement traverser mon champ magnétique comme ça. Puis il n'est pas assez fort, dans le fond, tout simplement, pour être capable de coller, dans le fond, tous mes électrons là, ici, pour les coller assez proches, pour les condenser assez, pour qu'ils soient capables de traverser, dans le fond, puis de se rendre à mon signal. Fait que dans ce cas-là, le champ magnétique est faible, il n'y a pas de courant qui passe, donc j'ai une onde, dans le fond, qui est continue. J'aurais un 0 volt constant comme ça. Ou un 5 volts constant. À partir du moment où je mets un relucteur comme ça, il est en acier, donc il est en métal, conduit mieux le courant, mais là, le champ magnétique, on sait que le champ magnétique traverse mieux le fer que l'air. Donc là, mon champ magnétique est beaucoup plus fort. Ici aussi. Ici aussi. Puis là, ben, ils vont tous se coller, dans le fond. Ceux-ci vont tous se coller ensemble. Ils vont se doubler, ils vont se quadrupler s'il faut. Il va en avoir partout. Parce que le champ magnétique va tous les coller ensemble. Puis là, ma distance qu'il y a entre chacun est assez proche pour que les électrons, dans le fond, soient capables de sauter de un à l'autre. Ce qui va faire que le courant va passer dans mon signal ici. Fait que là, mon onde va ressembler à quelque chose comme ça. J'ai 0, proche de 0. Quand que je vais arriver sur ma dent de relucteur, donc à ce moment-ci, la dent va me faire une onde carrée. Donc, ça va me donner une position. Savoir, bon, ben, ok, ça ici, ça serait mon top dead center, donc ma position point mort haut. Il va me dire, ben là, je suis rendu au point mort haut. Ensuite de ça, ben, il pourrait avoir plein d'autres dents. Ben, on calcule le nombre de dents qu'on est capable de faire dans un tour complet. Ça va me donner ma vitesse de rotation. Pour résumer, là, c'est que le matériel du capteur à effet Hall fait que le courant ne passe pas tant que le champ magnétique est pas assez fort, dans le fond, dans mon aimant. Fait qu'il n'y a pas de courant qui circule entre la borne 1 et 2. Mais au moment où je passe vis-à-vis un relucteur, l'aimant, le morceau de fer, dans le fond, augmente le champ magnétique. Le champ magnétique étant plus fort, mes électrons, ils se collent tout. Ça fait augmenter, ça fait dans le fond permettre à mon courant de traverser entre ma borne 1 et 2. Puis le signal, ben c'est comme un voltmètre qui serait branché dans le fond aussi. Puis fait comme, hey, là maintenant le courant passe. Fait qu'il m'indique que le courant passe, la durée, dans le fond, de mon carré qui est là. C'est un peu plus compliqué à comprendre. Peut-être, oui, le principe de fonctionnement. Mais ce que vous avez à retenir, dans le fond, c'est que pour vérifier un capteur à effet Hall, ce que vous avez à faire, c'est trouver quelle borne est votre signal. Donc, dans ce cas-là, c'est ma borne numéro 3. Parce que mon 5 volts est dans ma borne numéro 1. Mon numéro 2 est négatif. Donc, je me branche dans la borne numéro 3. Mon fil rouge de mon oscilloscope ici. Le fil noir sur un négatif constant. Faites attention de ne pas faire d'erreur d'aller vous brancher sur une autre borne de capteur. Négatif à signal, comme d'habitude. Ensuite de ça, je fais tourner ma composante. Dans ce cas-là, c'est un crankshaft position sensor. Je le fais tourner, puis ça va me donner
mon signal qui devrait correspondre au nombre de dents que j'ai sur mon capteur. Donc, celui-là, on a, exemple, 20 dents, puis il y en a une manquante ici, puis on en a une plus grande ici, qui indique mon top dead center. Puis ici, ce serait un autre capteur là, qui serait branché en même temps, exemple un camshaft position sensor, qui veut juste savoir la position de mon capteur. En gros, je me branche dans mon signal, je me branche au ground, je fais tourner mon moteur. Dans ce cas-là, il va falloir que je le fasse tourner, donc je vais le partir. Puis en le partant, je vais obtenir un signal comme ça, puis je vérifie avec le constructeur si ça correspond au signal qui devrait être émis. C'est une onde numérique